Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'accueille une femme qui œuvre avec cœur, justesse et vérité pour que chacun puisse se sentir aimé. Comme plus que jamais, nous avons besoin d'amour, de liens, de connexion émotionnelle et que visiblement nous en avons perdu les clés, sa mission et celle de tous les coachs certifiés par son centre de formation est plus qu'essentielle. Après une carrière de conseil en stratégie en tant que salariée en cabinet et dans plusieurs groupes, il y a presque 20 ans, Florence Escaravage s'est laissée guider par une demande incongrue venant d'un ami de son mari, elle va nous raconter cette histoire en détail, et a professionnalisé une méthode d'accompagnement à la rencontre amoureuse en alliant développement personnel, psychologie et thérapie. Florence a créé Love Intelligence qui accompagne des personnes célibataires ou en couple à rencontrer ou faire durer l'amour dans toute la francophonie. Elle va nous partager toutes les étapes de sa business story, de la composition d'un comité d'experts avant de se lancer, en passant par la construction d'une entreprise qui a compté jusqu'à 15 salariés, jusqu'à la transmission de son savoir à travers une licence en supervision. Nous avons la chance d'entendre une grande professionnelle et une femme chevronnée en relations humaines. Je suis très heureuse d'accueillir Florence au micro de Flamboyante. Bienvenue Florence. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous partager votre humeur du jour et vous présenter comme vous le souhaitez? Bonjour Sabine. Écoutez, mon humeur du jour est joyeuse puisque je reviens de 2 heures de balade en forêt, voilà, où j'ai échangé avec 2 de mes clientes. Et au final, je fais beaucoup d'accompagnement en face à face, mais là, exceptionnellement, ce matin, c'était par téléphone, voilà. Et donc, la forêt est belle, le printemps est là, donc tout va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme vous le souhaitez? On va rentrer dans les détails après, mais vous présenter dans les grandes lignes. Oui, alors j'ai 54 ans, j'habite la région parisienne et les bureaux de Love Intelligence sont près de l'Opéra. Et donc, j'ai fondé Love Intelligence en 2007, après un parcours, voilà, comme vous l'avez cité, dans l'aménagement du territoire, puis dans le conseil en stratégie, en cabinet de conseil et dans un grand groupe international. Et puis, est-ce que je raconte dès maintenant l'histoire qui m'a amenée au coaching Non, amoureux? garde un petit Non. peu de suspense. D'accord. Eh bien, je suis mariée je suis en couple depuis 23 ans, mariée depuis 20 ans. J'ai 3 enfants. Et donc, je fais un travail voilà, où j'ai le sentiment de pouvoir aider tout un chacun à s'ouvrir à l'amour ou à gagner en connexion dans son couple. Et ça me rend très heureuse depuis 20 ans. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'entreprendre vous a appris à aujourd'hui? Oh là là, alors ça, c'est un vrai sujet. Parce que entreprendre, c'est tout de même beaucoup de dédication. Voilà, il faut être très dédié à un sujet, en oublier beaucoup d'autres pour se concentrer. Et donc, ce que j'aime dans le métier d'entreprendre, c'est d'approfondir, d'oser, et d'aller chercher sa puissance. Et notamment sa puissance féminine, parce qu'en tant qu'entrepreneuse, on n'a pas forcément les mêmes réflexes qu'en tant qu'homme, on n'a pas forcément le même rapport à l'argent. Voilà, et donc j'ai aimé franchir beaucoup
d'obstacles, à la fois sur mon sujet, puisque j'inventais une méthodologie qui était quand même assez éloignée de la thérapie, de la psychologie et du développement personnel. Je voyais même précisément, comment, pallier possiblement à ce que ces approches-là pouvaient, avoir, de temps en temps de limitant dans notre propre vie affective. Donc ça, il fallait oser au début, s'affranchir de tout cela pour créer sa propre méthodologie, et se coller uniquement à l'amour, à la connexion émotionnelle, à ce sentiment que j'avais d'avoir une vision, juste sur l'amour. Donc ça, en tant qu'entrepreneuse, il fallait oser résister dans les débuts et puis ensuite, franchir, toutes les étapes, de faire grandir l'entreprise, à monter son comité d'experts, avoir aussi des actionnaires pour, rendre accessible au plus grand nombre, cette méthodologie qui me semblait, faire non pas des miracles, mais remettre chacun dans son centre pour, s'épanouir ou trouver l'amour. Merci. Est-ce que vous pouvez décrire les grandes lignes de votre aventure professionnelle et entrepreneuriale, justement? Oui. Alors, bon, la première étape, ça a été en effet ce dîner chez moi, où, il y avait une douzaine de personnes et dont un certain Jean-Marc qui avait 41 ans et qui, avait eu, des jumeaux, d'une soirée, on va dire, en boîte de nuit et qui n'avait donc pas construit avec, la maman et qui, galérait depuis, 14 ans exactement à trouver l'amour. Il avait pas spécialement de problème pour séduire, mais pour construire et pour faire durer une relation et donc il m'avait vue, plusieurs fois, avec, mes copines et à ce dîner, il vient me voir à la fin du dîner en me demandant si je serais d'accord pour le coacher en amour. Lui-même était en thérapie depuis près de 20 ans et il avait envie, de me voir tous les 15 jours et avec cette idée, lumineuse pour lui que j'étais celle qui pouvait l'aider et donc comme il savait que j'avais un travail très prenant et des enfants tout aussi prenants, il voulait absolument me rémunérer. Il voulait pas que je lui donne juste un conseil autour d'un café, 1 ou 2 fois. Il voulait vraiment que ça soit, récurrent, que je le voie tous les 15 jours et donc je lui ai dit: «Il en est hors de question, je suis pas love coach et puis je vais encore moins me faire payer pour donner des conseils amoureux» et au final, tous les jours, je pensais à lui parce que j'avais eu le sentiment d'avoir compris son problème et donc pendant 2 mois, tous les jours, ça me trottait dans la tête et finalement, au bout de 2 mois, je me suis dit: «C'est trop bête quand même de pas l'aider ce gars» et donc un jour, au bout de 2 mois, je l'ai appelé et je lui ai dit: «OK, on va se retrouver une fois, un samedi, voilà, dans un lobby de grand hôtel autour d'un Perrier et puis je vais te dire ce que j'ai compris après t'avoir écouté» et donc au bout d'1 heure et demie, j'ai vraiment eu le sentiment de l'avoir beaucoup aidé et puis on s'est revus et voilà, il a très vite, trouvé la femme de sa vie, construit sa famille et donc ça m'a peut-être amusée de raconter cette histoire et puis à un moment donné, je me suis mis à voir des gens que je connaissais pas qui m'appelaient, qui voulaient me voir et puis ça a pris de plus en plus de place dans ma vie et donc ça a été en effet ce moment déclic où j'ai refait un peu l'histoire de ma vie. Les gens m'ont dit: «Mais tu te rends pas compte, quand tu t'es mariée, tu faisais du conseil en stratégie», tout le monde avait rajouté, amoureuse. Ils avaient fait un film de toutes les personnes qui soi-disant s'étaient mariées, ou qui avaient trouvé l'amour grâce à moi ou qui avaient enrichi leur couple grâce à moi, voilà et donc je m'étais dit: «Bon, en effet, j'ai peut-être mieux à faire que de la stratégie d'entreprise. J'ai vraiment une pierre à apporter à l'édifice des relations amoureuses. J'ai l'impression que j'ai compris quelque chose. C'est quelque chose d'unique que je vais, créer en méthodologie». Donc la étape numéro 2, ça a été d'aller voir, 2 psys dont j'avais aimé les livres. J'étais pas très versée dans les psys parce que je me sentais pas légitime. J'avais besoin de créer un comité d'experts et d'aller moi-même créer mon approche et d'aller la confronter avec des gens dont j'aimais, la vision de l'amour et donc je leur payais des séances comme si moi-même j'allais, sur le divan mais au final, je leur envoyais préalablement ma méthodo et ils la confrontaient avec moi. Voilà, ça a duré 2 ans.
Dans ce comité, il y a eu aussi un coach, Vincent Lénart, très connu en France, parce que c'était un peu lui qui a apporté le coaching en France. Il y a eu une sociologue, voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis sentie suffisamment confiante. Et donc là, j'ai eu envie d'apporter, de rendre cette méthodologie accessible au plus grand nombre. Je voyais bien que l'idée, c'était pas que moi, je coach uniquement les gens. Donc, je voulais matérialiser ça sous forme de petites vidéos, à l'époque, voilà, de scénettes. J'avais besoin d'écrire des scénarios, de les faire jouer par des acteurs en montrant comment une attitude pouvait parfois être délétère et une autre, avec un angle très légèrement différent, recréer du lien. Et donc, j'ai eu à lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement et puis de family, friends and family, mais surtout de business angel. Et voilà, et donc j'ai levé 1 million d'euros et j'ai développé Love Intelligence au début avec un immense blog qui aujourd'hui a plus de 2000 articles sur loveintelligence.fr. Ces articles sont gratuits aujourd'hui et voilà, mais il fallait construire tout ça. Et puis donc j'ai recruté une rédactrice, puis une directrice éditoriale, puis un informaticien. Et donc j'ai œuvré pendant de longues années au début, sans avoir complètement trouvé le modèle économique qui allait bien. Et puis l'étape suivante, ça a été il y a 5 ans. En fait, je traversais donc j'avais recruté j'avais formé à ma méthode 2 personnes qui sont restées pendant 18 ans avec Love Intelligence. Une qui avait une formation de psy et une autre qui avait une formation de coach et qui ont voilà, délivré avec moi toutes les prestations de coaching en face à face, par mail, par téléphone. Voilà. Et puis, je recevais énormément de demandes de gens qui voulaient être formés à la formation Love Intelligence. Mais moi, je pouvais avoir 3-4 coachs, mais je ne pouvais pas non plus en avoir plus. Et donc, je refusais toutes ces demandes de formation à mon métier. Jusqu'au jour où j'ai traversé un passage clouté ou mal traversé dans la rue. J'ai failli me faire écraser. Et je suis remontée à mon bureau. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bête. Parce que si je meurs, je n'aurais pas transmis à des professionnels qui eux-mêmes peuvent transmettre à leur tour. Et donc, il y a plus de 5 ans, j'ai créé le centre de formation. Voilà, et puis aujourd'hui, on en est à 200 personnes formées, dont la moitié qui viennent de la thérapie, qui sont ostéopathes, au milieu de la santé, conseillers conjugaux, et l'autre moitié qui viennent d'un monde très différent, qui veulent exercer ce métier. Certains sont... il y en a une qui est avocate, d'autres qui peuvent avoir été aux achats, avoir été au marketing et qui ont envie de se lancer dans ce beau métier. Voilà les étapes clés de Love Intelligence. Merci. Il y a beaucoup d'étapes parce que c'est une grande aventure, enfin en tout cas longue. Et ce que j'entends, c'est que est-ce que vous avez construit votre entreprise comme vous avez aussi envisagé la construction de votre couple, puisque vous êtes en couple depuis aussi très longtemps? Oh là là, alors là, je vois pas trop de parallèles. Non, je sais pas. Parce que justement, moi, toute mon approche, Sabine, c'est en fait, on n'a pas grand-chose à faire pour être heureux en amour, dès lors qu'on comprend que la nature nous a dotés d'un don, qui est le don de connecter émotionnellement avec quelqu'un. Et donc, moi, je joue avec cette matière-là quand j'accompagne un couple ou quand j'accompagne une femme célibataire, qu'elle ait 42 ans ou qu'elle en ait 30 ou 70. Et cette matière-là, on la recouvre d'une chape de temps en temps de plomb, d'oripeaux de contrôle qui font que on l'a oublié en route. Alors que l'entreprise, c'est de la sueur, c'est de la volonté. De la Et moi, si vous voulez, j'ai toujours eu envie que mon entreprise, elle me ressemble, elle soit en lien avec ce qui me fait plaisir. Voilà. Et donc, je suis pas assujettie à ma boîte.
même si j'ai énormément travaillé. Mais tandis que le couple, c'est vraiment prêter attention à la beauté de cette connexion émotionnelle et tenter de pas l'abîmer. Hmm. Ok. Non, j'entendais par là dans l'engagement, dans la construction de fondations solides, parce qu'en fait, cette entreprise, vous y avez mis beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur et aussi beaucoup d'ambition, puisque vous êtes passé à un format tout de suite assez, d'envergure. En tout cas, Oui, c'était la stratégie, c'était la vision initiale. c'est vrai. C'est vrai que le couple, c'est une décision. Et c'est Mm. une décision au début, on est amoureux et puis à un moment donné, on prend une décision d'aimer l'autre tel qu'il est. Et ça, dans le TEDx que j'ai fait, qui s'appelle les 5 voyages de l'amour au théâtre du Ranelagh, j'explique les 5 étapes de l'amour. Et donc la première étape, c'est l'état amoureux. Hem et bon, je vais pas toutes les raconter, mais la quatrième étape, c'est vraiment je décide. Voilà, je décide d'aimer et et cette décision-là, elle peut en effet avoir un pont avec, l'entreprise. Mais l'entreprise, on va dire que là, pour le coup, c'est vraiment, le sujet de l'amour qui m'a portée Oui. pendant 18 ans. Je me suis un peu laissée porter par, ce qui s'ouvrait, Mm. en approfondissant ce sujet. Vous voyez, la communication, j'ai très peu communiqué, par moi-même en prenant des prestations de relations publiques et j'ai eu, malgré cela, des interviews parfois tous les jours, parfois 2-3 fois par semaine avec, des voilà et les choses quand on est dans son X, hein, dans son ADN, c'est très beau, elles viennent à vous et les choses s'ouvrent. Mais c'est finalement vous avez été porté donc par ce sentiment d'amour et par l'envie aussi d'être au service de ceux qui n'ont pas les clés. Au Mais service de l'amour, ouais, c'est voilà, ça. mais c'est Oui, surtout votre méthodologie aussi qui est ultra innovante, qui l'est encore aujourd'hui alors que vous l'avez conçue il y a déjà quand même pas mal de temps, qui est déculpabilisante, qui est une approche qui est encore très 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 surprenante en fait par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les milieux des rencontres amoureuses. ouais. Vous avez tout de suite choisi de faire un pas de côté qui vous rendait singulière et qui faisait que vous aviez une approche vraiment spéciale. Oui, c'est ça Sabine, mais en fait, c'est parce que j'avais cette prise de conscience-là, avant même de fonder Love Intelligence, que, ça me rendait malade, ça me retournait le ventre de voir mes copines qui passaient à côté d'une histoire, qui se faisaient quitter, au bout de 3 semaines alors que, en fait, elles, elles voulaient elles avaient tout en elles pour construire, mais il y avait quelque chose, dans cette connexion émotionnelle qu'elles abîmaient. Voilà, une réplique assassine, une perte de liberté pour l'autre et puis, et en fait, ça me retournait vraiment le ventre et je voyais à la fois le développement personnel, donc qui amenait, certaines personnes à affermir cette croyance que, il faut avoir confiance en soi pour séduire, hem, que, que l'amour, c'est d'abord, se réparer, c'est de la connaissance de soi. Que l'amour c'est fluide, voilà et toutes ces croyances-là, en fait, je voyais qu'elles étaient délétères et qu'elles continuent aujourd'hui à, à égratigner les relations amoureuses. Parce que l'amour, en fait, ça vaut mieux que tout ça. L'amour, c'est la plus grande mission de croissance individuelle, en fait. On est poussé à aimer parce que, on continue de grandir et donc moi, voilà, je me suis pas sentie spécialement effrontée, si vous voulez. C'était vraiment l'observation au début et qui m'a menée à d'ailleurs, dans mon comité d'experts, j'avais 2 psys qui comprenaient ma démarche, et aujourd'hui, j'ai beaucoup de psys, j'ai même des médecins, j'ai même un psychiatre qui sont venus se former, parce que, ils voient bien que le pourquoi et toujours être sur le pourquoi, en réfléchissant à quel est mon problème dans mon enfance, qui m'a amené à avoir peur, à trop contrôler, ça pouvait être très intéressant, mais c'était pas ça qui faisait que finalement la personne allait réussir à basculer vers une rencontre qui allait qui allait, porter ses fruits.
il y avait beaucoup d'intelligence à comprendre ses blessures, mais dans le mode opératoire, les choses ne changeaient pas. Et donc, voilà, moi j'avais le sentiment d'avoir à planter toutes ces croyances qui sont saines et belles, a priori comme ça, dans l'espace du travail, dans le lien avec nos amitiés, dans notre vie individuelle. Mais dans l'espace de l'amour, ça ne fonctionne pas tout ça. Voilà. Dans l'espace de l'amour, il y a une pureté d'être qui doit être envoyée à l'autre. Et on voit bien, quand on est adolescent, sans aucun contrôle de soi, et ben, on tombe amoureux très fortement et c'est très puissant. Et d'ailleurs, la seconde raison de suicide chez les adolescents, c'est la rupture amoureuse, tellement tout nous emporte parce qu'on n'est pas contrôlé, parce qu'on est très en prégnance sur l'être, précisément. Voilà. Et donc, moi, c'est toute mon approche, c'est expliquer que nos forces, l'amour s'en fiche bien, que nos critères, ils sont là pour se faire envoyer valdinguer parce que précisément l'amour, c'est se laisser surprendre. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réfléchir aux fondamentaux, mais dans mon dernier livre là, qui s'appelle Love Intelligence aux éditions Larousse, là je les plante assez bien, toutes ces croyances sociétales qui nous paraissent, que tout le monde a en clair. Hein. Que tout le monde a. Et parce qu'on a tous été construits dans une même société, à croire que l'amour est fluide, à penser qu'il ne faut pas embêter l'autre avec nos failles, qu'on doit d'abord se réparer. Mais tout ça, ça n'a rien de mauvais en soi, sauf que ça crée des comportements qui finalement nous amènent à rester un petit peu au bord de la piscine, on trempe le bout du pied, mais on ne plonge pas. Ou si on plonge avec des attentes qui peuvent être envahissantes, ou on plonge et on se retire trop vite. Enfin voilà, je ne peux pas tout expliquer en 3 minutes, mais j'avais vraiment j'ai très vite vu, pardonnez-moi, qu'en transmettant cette éducation sur la connexion émotionnelle, la relation, elle partait toute seule. Et on devenait juste le gardien de cette connexion, qu'on soit en couple depuis 20 ans ou en couple depuis 2 jours. Est-ce que, pour revenir à l'entrepreneuriat, ces codes sociétaux dont on parle, ils ne sont pas aussi appliqués à l'univers de l'entreprise, au fait de créer son entreprise? J'imagine que vous n'avez pas eu le sentiment d'être effronté en lançant votre méthode parce que c'est quelque chose qui vient du cœur, vous l'avez vraiment senti et incarné pleinement. Mais pour toutes les étapes que vous avez franchies en tant que chef d'entreprise, et il y en a eu de nombreuses, est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, d'être parfois, on va dire, limité par des codes ou des croyances justement sur comment je crée mon entreprise? Est-ce que je peux penser grand? Est-ce qu'en tant que femme, ça change quelque chose dans ma manière d'entreprendre? Est-ce que j'ai le droit de faire une levée de fonds? Comment ça s'est matérialisé pour vous, en fait, toutes ces croyances et ces codes? Parce que je vois beaucoup de femmes qui n'osent pas forcément se lancer. Après, tout le monde n'a pas l'opportunité et même la vocation d'être entrepreneur, ça peut être réservé qu'à certaines personnes, mais je me dis, on entend tellement de choses que parfois c'est vraiment du bullshit. On a des croyances qui sont complètement erronées par rapport à comment on va monter sa boîte, qu'est-ce qu'on va y vivre, qu'est-ce qu'on peut offrir. Voilà, je fais ce parallèle. Disons qu'en tant que femme, moi je trouve que ça a plutôt été un atout parce qu'il y a des gens qui veulent aider. Et c'est en tant que femme, ils se disent, tiens, enfin une femme qui entreprend un projet original, qui fait du bien à la société, donc il faut oser demander. Et aujourd'hui, je vous dis ça, mais parfois j'ose encore pas toujours demander. Mais dans mes débuts, j'ai vu qu'il y avait plein d'hommes et de femmes qui voulaient m'aider. Et donc qui ont été un peu emportés par cette mission, et là, il fallait oser. Donc au début, par exemple, quand je voulais lever de l'argent, je voulais lever 30 000 euros. Et puis, il y en a un qui m'a dit, il s'appelait Pierre, et il m'a dit, mais vous ne pouvez pas lever 30 000 euros, il faut que vous leviez 300 000 euros. Et donc, voilà, il m'a aidé, et puis il m'a montré qu'en effet, avec mes histoires de scénettes, de vidéos, pour essayer d'expliquer simplement
plein de petites choses sur la relation affective et la grande rencontre amoureuse, ben, je voulais démontrer ça en vidéo et ça a demandé beaucoup de sous. Et donc, j'ai été portée par ceux qui m'ont aidée. Et puis ensuite, j'ai pas mal souffert parce que j'ai fait rentrer un fonds d'investissement. Oui. Et là, ils m'ont poussée à dépenser, à recruter, alors qu'en fait, mon modèle était pas encore, c'était une passoire. C'est-à-dire que Love Intelligence avait beaucoup de visibilité. J'avais beaucoup de gens, voilà, qui m'interviewaient. J'ai eu plein d'articles dans le L, j'ai eu plusieurs interviews dans Paris Match. J'étais tout le temps invitée sur les plateaux télé, etc. Mais le modèle économique, il n'était pas encore trouvé. En fait, c'est pas facile de vendre l'amour. Moi-même, il fallait que j'assume certaines choses. Vous voyez, par exemple, quand on faisait le coaching par mail, là, on le fait plus aujourd'hui depuis 1 an, mais avant, ben, les personnes vers 10h, minuit, nous écrivaient leurs histoires et payaient 48 € et derrière, ma coach, elle passait 2 heures à répondre. Oh. Et on se disait qu'on pouvait pas vendre ça 100 € non plus, vous voyez. Et puis, donc, il a fallu franchir des paliers. Et c'est aujourd'hui pour ça que d'ailleurs, quand j'ai transmis ma méthode, là, il y a 5 ans, au bout d'1 an, j'ai vu que les personnes qui étaient formées à la méthode, bah, elles rencontraient les mêmes difficultés que j'avais rencontrées il y a 18 ans. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette licence pour les aider ensuite, une fois qu'elles étaient diplômées, à avoir confiance en elles, à être supervisées sur leur premier coaching, à se développer en marketing, en communication, pour pas qu'elles restent sur le bas-côté. Finalement, j'avais pas envie de faire une formation pour que les gens derrière, s'ils n'avaient pas de compétences un peu commerciales ou communication, ben, ils soient laissés pour compte. Donc, je leur donnais un coup de pouce, je leur transmettais des leads et voilà. Et c'est ce qui me... Donc, j'ai eu quand même des années difficiles dans les débuts. Et je déjeunais avec mon amie Anne-Laure Constanza qui avait créé Envie de fraise et on pleurait à chaque déjeuner. Oh. Bah oui, parce qu'en fait, c'est difficile. On avait 35 ans, on avait un fonds d'investissement chacune qui était pas toujours facile. Et de temps en temps, ben, voilà, franchement, c'était dur c'est dur d'avoir un fonds. Les business angels sont plus tendres Oui. que le fonds d'investissement. Mais vous Voilà. éloigne Si c'était à moins. refaire, je le referais pas comme ça. Oui, parce qu'en fait, le fonds d'investissement, enfin, vous n'êtes pas la première à me partager ce retour d'expérience. La tentation du fonds, en fait, c'est de vous éloigner de votre chemin et de votre vision et de votre intuition profonde et intime. Et parce qu'en fait, eux, c'est pas ce qui les concerne. Et vous avez tenu le cap, parce que j'imagine qu'il y a des moments où on peut avoir envie de tout lâcher, et puis quand on arrive. Oui, mais il y a eu une année entière où j'ai décidé de pas me payer. Et puis, à un moment donné, aussi, bah, je me rendais compte que le fonds, il comprenait bien que ma passion, c'était l'amour et que ma passion, c'était pas le marketing ou la croissance. Et moi, j'étais OK pour croître, mais pour croître, en fait, selon eux, il fallait dégrader un peu. Oui. Il fallait devenir faire les choses d'un point de vue marketing de manière un peu putassière, vous voyez. Et moi, ça, je voulais pas vendre des trucs où il fallait d'abord vendre le premier mois à 1 €. Oh là là, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Donc finalement, je me suis respectée et puis j'ai fait le deuil d'une croissance exponentielle. Voilà, on a quand même eu 135 000 clients en 18 ans, mais et aujourd'hui, je vis très bien de Love Intelligence depuis quelques années, mais c'est récent. En fait, pendant 12 ans, j'ai fait des sacrifices financiers et puis un jour, mon mari et moi, on s'est réveillés, on s'est dit: «Oh là là, mais nous, on a toujours eu envie de faire un 3e enfant» et j'avais déjà 40 ans et j'ai pas vu les 7 années passer, en fait. Mmh. Voilà, donc on a fait notre 3e enfant à 40 ans. Lui aussi avait monté sa structure de son côté. Ça m'était pas monté au cerveau que Que le temps voilà, passe. que les années passaient, tellement je travaillais, en fait. Ah ouais. Mais je travaillais avec beaucoup de bonheur, avec Oui. vraiment beaucoup de bonheur et je prenais quand même beaucoup de vacances, voilà. Mais il y a un moment donné où on trouve son modèle, à un moment donné où on se sent légitime pour monter ses prix, et au contraire, aider les nouvelles coachs qui
voilà, qui elles aussi ont envie de partager ce métier magnifique. Donc on trouve un équilibre pour que tout le monde trouve son compte. Voilà, et aujourd'hui, plus personne peut me dicter ma loi. Là, j'ai 2 projets, vous voyez, qui sont vraiment chers à mon cœur et je vois bien que je me laisse parfois, un peu, rattraper par trop de travail et que je les mène pas, j'y mets pas assez d'énergie, mais j'ai vraiment envie de les sortir. Il y en a un, ça s'appelle La Fondation de l'amour et c'est une Mmh. exposition, voilà, sur l'amour, qui vient vraiment montrer tout ce que, montrer artistiquement, tout ce que j'ai envie de transmettre. Mmh. Voilà, parce que ma mère est peintre et que j'ai toujours été élevée dans un univers très artistique. Donc vous voyez, dans ma vie professionnelle, j'ai eu envie d'ingérer, d'intégrer ce qui était important pour moi, l'art. Et puis un autre projet qui est plus difficile encore, qui est le fait de monter une série télé qui montrerait précisément plein de cas coaching. Et là aussi, c'est difficile parce que quand on confie ça à des scénaristes, il faut que la coach, elle se prenne les pieds dans le tapis, il faut que la coach, elle fasse des trucs que j'aurais pas envie qu'elle fasse, quoi. Parce que pour une série, voilà, il faut qu'apparemment, il y ait plein de trucs très tricky qui fassent que les gens ont envie de continuer à la voir. Alors que moi, je voudrais une série à la fois de fiction et éducative. Voilà. Pédagogique, oui, plutôt pédagogique, ouais, je comprends. Mmh. Mais ce que j'entends qui me réjouit, je vous remercie de l'avoir dit, c'est que voilà, il faut garder son cap, en fait, sa vision et surtout se respecter dans son intégrité de femme, de chef d'entreprise et respecter l'intégrité de son entreprise aussi avec sans vendre son âme au diable. Donc parce que sinon Love Intelligence aurait pu disparaître déjà il y a longtemps. Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a des deuils à faire, vous voyez. Notamment quand vous êtes dans un milieu d'entrepreneurs, vous avez vraiment cette logique de croître et croître toujours plus fort. Et, euh, et moi, dans mon domaine, je suis obligée aussi de composer avec le marché qui est lent. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui demandent du coaching amoureux, mais ça reste encore un marché émergent. Donc, j'ai pas envie de dégrader le service Love Intelligence et je dois évoluer aussi avec ce marché qui, depuis 2 ans, honnêtement, il explose. Et puis avec tout ce qui se passe dans la société où on fait plus d'enfants, on sait plus bien s'aimer, je pense que là, l'avenir est large, le boulevard est vraiment large pour notre métier. Mais à un moment donné, ce qui est joli, vous voyez, au bout de 18 ans, c'est comme si c'était un système planétaire et on a envie que tout l'équilibre soit sain, nous ressemble. Et ce qui compte, c'est vraiment de se respecter dans nos choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas beaucoup travailler, parce qu'il faut toujours beaucoup travailler parce que quand on décide de former d'autres personnes, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire les aider une fois qu'elles sont formées et qu'elles ont envie de grandir elles-mêmes. Mais on le fait en se respectant à 100%. Mais ça prend du temps de se respecter à 100%. Ouais, ouais, ouais. Puis ça prend du temps en tant qu'humain, ça prend du temps en tant que chef d'entreprise. Et d'ailleurs, vous travaillez avec une matière humaine, donc voilà, il s'agit pas de produits, il s'agit pas vous n'êtes pas dans la série, c'est pas l'usine, hein. Donc il y a aussi cette notion-là qui est très importante dans le développement de votre entreprise et finalement la croissance, toujours la croissance, mais ça c'est pas juste en fait pour ce métier. Oui, c'est vrai. Alors après, j'ai quand même fait donc 2 méthodes en ligne qui sont très anciennes parce que la méthode en ligne pour les personnes célibataires, elle date de 2009. Elle n'a fait que s'optimiser et s'améliorer. Donc là, je pourrais être dans une logique de croissance en me dédiant que à. Elle vaut 39 €, c'est pas très cher. Donc là, je pourrais la développer à fond, mais au final, voilà, je trouve que je la laisse. Enfin, vous voyez, c'est pas mon axe de croissance principal. Pourquoi? Parce que moi-même, accompagner des gens, j'adore. Et donc, que je veux continuer à mener mes accompagnements, qui durent 7 mois en l'occurrence,
et y passer plus de 50% de mon temps. Parce que quand je me retrouve dans mon bureau face à une personne, un homme, une femme qui a 30 ans ou 50 ans, ou un couple, eh bien, je me sens tellement à ma place. C'est presque mieux que déjeuner avec ma meilleure amie. Je suis dans un espace d'intimité, de vérité, d'acuité qui me porte, en fait. Et donc, dédier plus de 50% de son temps à ces accompagnements-là, c'est du pur plaisir pour moi. Voilà. Tandis que travailler au marketing d'une méthode en ligne, ça me saoule. Vous voyez? Donc, aller faire toujours plus de petites vidéos, oh là 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 là, réfléchir à quelle pub faire, tout ça, même si j'ai une nana en marketing qui s'en occupe, ben forcément, il faut que je produise moi-même des contenus. Et ça, c'est vrai que ça m'intéresse moins et je suis moins bonne à ça. Et donc, je Et fais ce qui me plaît et ça va bien. Voilà. Et les gens continuent à acheter la méthode en ligne de manière raisonnable. On en a quand même vendu on en a vendu énormément, mais voilà, je suis restée dans un prix raisonnable. Je continue d'ailleurs dans cette méthode en ligne à répondre moi-même aux gens. Donc ça aussi, je peux pas en vendre trop parce que sinon je peux pas répondre à tous ceux qui écrivent à l'intérieur de cette méthode en ligne. Et j'ai la même chose pour les couples. Voilà. Et donc, pour faire un produit de qualité, ben, ça demande quand même du temps. Voilà. Et donc, c'est chouette de pouvoir trouver ce juste équilibre que je re-questionne 2 fois par an à peu près, parce qu'on évolue soi-même aussi. Moi, ça me fait plaisir de vous entendre parce que parfois, quand on est parti sur le schéma des levées de fonds, de la croissance, on peine à se dire qu'on peut bien servir ses clients, faire encore soi-même des tâches, parce que je trouve qu'on entend parfois des dictates qui nous disent, t'es chef d'entreprise, en gros, tu drives, t'es chef d'orchestre, mais c'est plus toi qui fais. Tu transmets les missions à chacune des personnes qui t'accompagnent, mais c'est pas toi qui fais encore. Et justement, dans cet équilibre à trouver sur l'harmonie entre je contribue encore et en même temps je développe naturellement cette entreprise, vous avez fait le choix de revenir à une équipe hyper réduite. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est dans cet état d'esprit-là, de revenir à quelque chose de plus léger, de moins lourd en gestion pour vous? Oui, c'est ça. J'ai fait il y a 5 ou 7 ans là, ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que je voyais un paquebot qui était lourd avec une directrice marketing, une directrice éditoriale, quelqu'un à la technique, etc., qui coûtait cher avec évidemment toutes les charges sociales à la française. Et je ne pouvais pas avoir les meilleurs parce que j'avais pas forcément les moyens de me payer, notamment en informatique, les meilleurs. Et donc, je voyais ce paquebot avec cette force qui allait dans le mur parce que le modèle était encore trop instable. Et là, je me suis dit, mais je vais devoir tout fermer, licencier tout le monde et tout arrêter. Et ça, je ne veux pas. Et donc, ce que je voulais pas, c'était fermer Love Intelligence, en fait. Je voulais continuer à transmettre. Et donc, j'ai décidé de repartir en mode plus léger, avec moins de monde. Et donc, peu à peu, je me suis mis à prestariser pour prendre des gens de grande qualité, mais que je pouvais faire travailler qu'une journée par semaine pour aller jusqu'à la stabilisation de mon modèle économique et jusqu'à ne plus avoir de salariés. Et donc, aujourd'hui, je fais travailler beaucoup de prestataires. Et voilà, il y en a certains d'ailleurs qui travaillent depuis près de longues années avec moi. Et donc, je me sens toute légère. Donc, de toute façon, là, c'est la grande mode maintenant. Là, je ne sais plus comment on les appelle, là, les infopreneurs. Et Oui. voilà, donc là, mais je travaille de manière très régulière avec des gens. Il y a des prestataires qui sont là depuis le début, depuis 2007. D'autres qui sont plus récents. Et ça, cette structure-là, elle est chouette parce que plus on avance, plus on va vite quand même. Sur les Oui. aspects techniques, marketing, comptabilité, on est quand même beaucoup plus rapide. Donc, voilà. Donc, cette structure, elle permet
d'être fluide, de pas avoir peur des charges, parce qu'on peut couper un prestataire si Oui. besoin ou s'il est pas bon et c'est beaucoup de bonheur quand même de choisir ses prestataires, de pas avoir la charge, du salariat qui, heu, qui est lourde financièrement pour des petites structures comme les nôtres. Ouais. Et donc ce que j'entends aussi, c'est que, cette géométrie variable, elle vous convient hyper bien et vous l'avez, envisagée tôt effectivement, puisqu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, mais il y a 6-7 ans, ça ne l'était pas. Et donc dans tout ce parcours, de chef d'entreprise, à chaque fois, vous avez pris des décisions, quand même, assez tranchées finalement, assez radicales où, vous avez testé et expérimenté et vous êtes revenus, à chaque fois, vous avez réajusté pour être toujours, sur votre ligne, et confortable en fait. Et puis il y a eu l'idée de sortir le fonds, Oui. il y a eu, en effet cette décision, de licencier, ouais, ça c'est sûr que on se sent un peu seul dans ces moments-là d'ailleurs. Ouais. Mmh. Mais, mais l'aventure de l'entrepreneuriat, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et encore plus quand je trouve enfin moi ce que j'ai aimé, c'est quand on l'a fait complètement à son image en respectant notre mission, si vous voulez. Moi, je me sens un peu investie d'une mission quand je suis dans un espace, dans mon boudoir, là, dans mon bureau à Paris. J'habite moi-même à 35 kilomètres de Paris, donc vous voyez, je suis un peu à l'assaut de la capitale tous les matins dans mon train de banlieue et quand je me retrouve dans cet espace de bureau face à une cliente que j'aide à aller vers la vie affective, vers la rencontre, voilà, elle est dans une petite relation depuis 3 semaines, c'est tout nouveau, on est en accompagnement ensemble et là, je vois, que je l'empêche à faire des erreurs et que la relation, elle se construit et qu'à un moment donné, je vais la lâcher et que tout sera transmis, c'est très puissant. Moi, je me sens une mission et je veux préserver cette mission. Parfois, j'ai envie un peu de de me culpabiliser parce que je trouve que je grandis pas assez pour transmettre plus. On me dit: Ah, «Mais tu devrais traduire, ta méthodo», et je flemme un peu si vous voulez là, OK, je parle anglais, mais vous voyez, j'ai cette notion de croissance, voilà, ça sera la 2e génération qui le fera à ma place. Parce que si je veux aller développer ma méthodologie en anglais, ouais. ça veut dire que je coache plus moi et ça, je veux pas me couper de ça. Ouais, ouais. Bah, vous avez déjà construit là les 18 dernières années des fondations solides et un contenu très riche qui ne va pas, enfin qui n'est pas obsolète. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que finalement il n'y a pas de notion de saisonnalité dans votre accompagnement et que alors les gens évoluent et vous avez certainement pas affaire aux mêmes personnes, en tout cas avec les mêmes codes ou avec les mêmes envies qu'il y a 18 ans. Ça c'est une question que je me pose aussi, mais quelque part, si vous suivez le flow et que vous êtes toujours proche de vos clients et clientes, bah, vous pouvez aussi ajuster vos recommandations, votre coaching pour être toujours dans la justesse des Oui, besoins réels. c'est sûr. Ça, c'est de la matière vivante, le coaching, c'est qui permet, derrière de faire des livres, d'enrichir les 2 méthodes en ligne ou ce qu'on appelle masterclass là, de, de faire les TEDx, les podcasts, voilà, cette matière-là, elle est extrêmement, nourrissante pour soi d'abord, parce qu'elle renvoie à plein de choses et elle évolue. Alors pour répondre aussi à votre question Sabine, moi évidemment, j'ai quand même beaucoup affermi ma méthodo. Mes principes, à l'origine sont les mêmes. OK. C'est-à-dire, quand même cette histoire de croyances qui nous viennent du développement personnel ou de la thérapie qui, voilà, qui n'ont rien de qui n'ont qui peuvent être très belles et saines, mais qui malheureusement, dans le mode opératoire de nos rencontres et de nos relations, nous amènent à faire un pas de côté, ou nous amènent à surinterpréter, ou nous amènent à passer à côté d'une belle rencontre, ou à tuer dans l'œuf parfois une histoire. Oui. Voilà et donc ça, je l'avais, dès le début et je n'ai fait qu'enrichir et construire et mettre de la structure. Parce que des quand on forme des professionnels, bah, voilà, il faut que tout soit très structuré,
que l'apprentissage, il soit efficace, que les gens, soient quand ils obtiennent leur diplôme, eh bien, ils se sentent, légitimes Oui. pour, faire leur premier coaching. Et donc ça demande beaucoup de, voilà, de structure, de perfectionnement pour, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Et là, on est quand même dans une matière qui est une matière, amoureuse, où en fait, il y a toute une science de l'amour. Et cette science de l'amour, c'est une science émotionnelle qui donc, nécessite des prédispositions. Et ces prédispositions-là, bah, elles sont pas du tout, dans l'inconscient collectif. Enfin, vous voyez, on pense tous que, ben, aimer, c'est magique et oui, aimer, c'est magique, mais parce que c'est magique, eh bien, finalement, il y a un terrain propice pour que cette magie nous touche. Et moi, ça, ce terrain propice, bah, je le je le je le sais, je le vois et je sais préparer les gens, hem, à à ce que ce terrain soit favorable. Mmh. Et pareillement, dans mes débuts, je pouvais peut-être avoir une croyance ou 2, où je me laissais, où j'avais peut-être pas l'oreille absolue. Là, je sens que quand j'entends quelqu'un me raconter son histoire, ben, je me compare, à un musicien, c'est comme si j'avais l'oreille absolue. J'entends les fausses notes, en fait, de les dissonances qui peuvent venir, de l'histoire d'enfance de la personne, qui peuvent venir de ce qu'elle a compris de ses années de thérapie ou de ce qu'elle a lu en développement personnel, qui sont toujours très constructifs pour sa vie individuelle, mais qui peuvent venir malheureusement abîmer, la manière dont elle va se comporter, en rendez-vous avec son conjoint ou dans une date, vous voyez? Et donc là, bah, cette oreille absolue, ça a quand même été 18 ans de métier, hein. Maintenant, je me sens, quand même bien meilleure qu'il y a 18 ans. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Non, mais il y a ça c'est vraiment dans l'entrepreneuriat, je pense que tout le monde le ressent. Oui. Quand on reste sur un sujet qu'on aime, à un moment donné, on surfe. Vous voyez, quand je vous dis qu'on va vite, c'est, par exemple, moi, mes clients, ils peuvent, m'écrire via WhatsApp, entre les séances et en fait, les coachs, elles ont encore un peu de mal avec ça, mais moi, ça me pose aucun problème parce que quand j'entends, hop, c'est je peux réfléchir 1 minute ou 2. Parfois, j'ai besoin de prendre un peu de distance et je vais réfléchir, je vais laisser passer quelques heures avant de répondre, mais souvent, vous voyez, c'est très acute, quoi. On devient compétente, on devient encore plus expert et c'est un bonheur que de couler, comme ça sur la vague parce qu'on sent que c'est très juste. Oui, Voilà c'est et transmettre ça, ça demande beaucoup de transmettre ça à des professionnels. Là aussi, la formation, je l'ai beaucoup professionnalisée en 5 ans, vous voyez? Parce que, quand derrière, ils deviennent aussi coach de leur intelligence, il y a une responsabilité. Il y en a qui volent de leurs propres ailes et puis il y en a qui veulent, avoir des clients Love Intelligence et donc moi, je veux que tous les clients Love Intelligence, ben, soient contents du service évidemment qui est délivré. D'ailleurs, je me dis que transmettre une telle méthodologie qui, quelque part, est très personnelle puisqu'elle vous appartient et que vous l'avez ajustée, elle est extrêmement subtile, il y a beaucoup de ressentis très fins. C'est difficile, en fait, de transformer cette méthodo, cet accompagnement sous la forme d'une formation qui va être structurée, qui va être cadrée, qui a des étapes, parce qu'en fait, vous n'êtes pas non plus dans le cœur et dans la sensibilité de chacun de vos coachés et quelque part, vous transmettez quelque chose d'invisible. Oui, oui, c'est une très bonne question. Mais au final, de quoi parlons-on? On parle de croyances freinantes, vous voyez, de croyances qui sont vraiment propres à tout le domaine de notre histoire, avec Freud, avec le développement personnel, avec la connaissance de soi. Et donc, en formation, il y en a plus d'une centaine et il pourrait y en avoir 200 même de ces croyances-là, vous voyez? Donc, tout le travail en formation au début, c'est comprendre quelles sont ces croyances-là, de savoir tirer le parallèle avec la bonne clé affective, et ensuite comment expliquer cette forme d'équation de l'amour pour que, pour la cliente en face, ça soit vraiment frappé au coin du bon sens. Et ça, finalement, vous voyez, ça demande un apprentissage
que moi j'ai structuré en 5 étapes sur la formation professionnelle. Et d'abord, on s'empare de toutes ces clés affectives qui sont propres au fonctionnement de l'amour et qui vont un petit peu à l'inverse de ce qu'on croit. Voilà, l'amour est fluide, les forces, la connaissance de soi, voilà, tout ça. On démolit toutes les croyances et j'apprends aux futurs coachs à justement à savoir bien expliquer comment fonctionne l'amour pour que tout d'un coup, la personne, quand bien même ça lui vient de son histoire d'enfance, ça vient d'un mythe familial, eh bien, c'est une telle évidence pour elle qu'elle va abandonner cette croyance dans l'eau de la rivière et que le soir même, elle va pouvoir l'appliquer et en voir les bénéfices. C'est ça, en fait, la force non pas du coaching, mais la force de cette méthode qui n'a pas grand-chose à voir avec le coaching au final, parce que nous, on ose conseiller, vous voyez, ce que le coaching ne fait pas. On ose conseiller parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de monter un escalier. Voilà, je suis en bas de l'escalier, je suis célibataire, j'ai 39 ans, je stresse, j'ai envie de construire ma famille, j'ai envie d'avoir des enfants. Je dois aller jusqu'en haut de l'escalier, c'est-à-dire faire 2 ou 3 rencontres, ou 4 ou 5, et puis à un moment donné, ne pas avoir peur, faire en sorte qu'il y ait une de ces rencontres qui se construisent. Et donc, nous, on est comme la rampe guidante, vous voyez, pour que la personne, elle ne se casse pas la figure. Elle ose continuer à franchir marche par marche. Et puis, à un moment donné, elle arrive en haut en se sentant plus, beaucoup plus, avoir une colonne vertébrale d'éducation affective beaucoup plus solide, ce qui fait qu'elle peut remonter, redescendre, monter l'annapurna, descendre une grande pente sans avoir peur que la relation soit abîmée. Voilà, donc, et puis bon, moi j'ai fait de la stratégie, donc c'est vrai que le conseil, ça structure beaucoup. Et puis ensuite, il y a beaucoup de pratiques dans la formation, beaucoup de cas pratiques. Mais ça se sent parce que j'ai écouté plusieurs de vos vidéos et dans les transmissions, c'est vrai qu'on peut quasiment se dire tiens, il y a un avant et un après parce qu'en fait vous dégommez des croyances et c'est efficace, ça se fait quasiment en on-off. Alors après, j'imagine bien que ça va plus loin que ça et c'est plus profond, mais déjà rien qu'en vous écoutant, ça percute parce que vous avez un discours et une vision et un positionnement sur les connexions émotionnelles, sur le lien affectif qui est tellement disruptif qu'on n'entend nulle part ailleurs que finalement ça nous travaille tout de suite en fait. Ouais. Et oui, c'est ça. Et c'est ça la force en fait du coaching tel qu'on le pratique, vous voyez. C'est que c'est frappé au coin du bon sens en fait. On peut pas ne pas être d'accord. Quand j'explique que l'amour, ouais, on est vraiment programmé pour aimer et donc on aime un autre. Et donc, si on s'adapte, la personne, elle perd. À partir du moment où je m'adapte à quelqu'un, eh bien, d'abord, je lui donne trop de pouvoir et il peut être un peu perdu. Et puis surtout, si par exemple, c'est moi qui suis une femme et je suis avec un homme et que je m'adapte, eh bien, lui, c'est comme si je lui proposais de s'aimer lui-même. Et donc, il va me désaimer sans s'en rendre compte. Ça va jamais lui monter à la conscience. Oui. Et là, il y a une croyance forte qui est de s'adapter, de faire des compromis, des concessions. Moi, je peux vous le dire, mais honnêtement, j'ai jamais fait de compromis ni de concessions dans mon couple. Pourquoi ? Parce que j'ai une autre lecture de la relation et quand je suis bien en connexion, en fait, c'est plus une concession ni un compromis. Je m'adapte pas. Et il y a beaucoup de couples, en fait, qui se quittent, qui divorcent parce que finalement, il y en a un des deux qui s'est adapté, qui s'est donc oublié. Et puis, l'autre s'est désamouré, en fait, parce qu'il a le process intérieur même d'aller aimer un autre n'est plus en place. Et quand on a cette lecture-là, alors tout d'un coup, on se réajuste et puis sur des micro-événements, sur des petites choses de la vie quotidienne, on comprend ce que ça veut dire à ce dîner, à cette soirée, sur cet enjeu de partir toute seule en vacances, sur plein de petites choses de la vie quotidienne. On comprend ce que ça veut dire que de continuer à être en confrontation l'un l'autre pour que l'amour perdure. Hier soir, j'avais un couple, c'était magnifique la séance. Oh là là.
Et c'était sur le sujet de la sexualité. Et c'était ça, en fait. C'était pas s'oublier. C'était très, très beau. Mais il fallait tuer une croyance qui était colportée, en l'occurrence, par un des deux. Et parfois, c'est violent d'abandonner cette croyance. Mais en fait, quand c'est bien expliqué, on ne peut pas ne pas être d'accord parce que ça devient tout d'un coup une évidence. Oui, c'est ça. C'est une évidence. Alors, est-ce que vous diriez que l'amour des autres, votre immense capacité d'écoute et votre envie de vous mettre au service de l'autre sont les valeurs essentielles de votre parcours? Sur quelle qualité personnelle vous avez construit votre entreprise, votre business? Alors l'écoute, ça a toujours été un grand sujet dans ma famille. Je voyais toujours mes parents débriefer après quand ils invitaient des amis, ils débriefaient toujours sur oh, on l'a pas fait assez parler, oh, un tel a trop parlé, lui il a pas eu sa place, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé écouter. Je trouve que voilà, d'ailleurs mon mari est pareil, c'est un cadeau en fait de savoir écouter. Mais moi, si j'ai bâti Love Intelligence, c'est juste que je sentais que j'avais quelque chose à apporter aux relations amoureuses. Il y a que ça qui m'a animée, où je me suis dit bon, vous savez, parfois c'était difficile quand, en l'occurrence, j'ai bossé au Club Med, j'ai adoré, j'étais à la stratégie du Club Med. Au début, je me suis dit je retournerai dans ce grand groupe un jour ou dans un autre, mais c'était chouette quand même de travailler dans cette entreprise. D'avoir des moyens, de l'émulation, des gens avec qui réfléchir. Et finalement, ce qui m'a amenée à continuer à faire vivre Love Intelligence, c'est cette passion pour transmettre ma vision de l'amour et surtout de voir que ce que je pouvais transmettre, ça marchait pour les personnes que j'accompagnais. Parfois, vous savez, ça m'est arrivé de m'endormir le soir en me disant « Oh là là, mais qu'est-ce que je lui ai dit ?» Je l'ai amenée à plonger dans une piscine, il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu es vraiment sûre de toi, Florence? Parce que vous voyez, les gens, ils sont en relation, parfois depuis 2 mois, depuis 3 mois, parfois ils sont en couple depuis 15 ans. Sur notamment cette notion de vulnérabilité, quand vous avez des gens qui ont eu des histoires très cabossées et que vous sentez qu'au final, ils ne sont pas aimés parce qu'il y a quelque chose qui dissonne, que peut-être parfois une thérapeute leur a dit, mais surtout, il ne faut pas parler de votre frère schizophrène parce que ça pourrait faire peur, ou ça, parlez pas de ça parce que ça peut ennuyer quelqu'un, etc. Et moi, je vois que c'est la pierre angulaire de leur problème. Eh bien, quand finalement je reviens, que la personne revient me voir et que je vois, elle me dit « Oh là là, Florence, votre truc là sur la vulnérabilité, ça marche vachement bien. » Eh bien, voilà, je me dis « Allez, Florence, continue. Continue, l'amour vaut bien mieux que nos critères de force, d'homme charismatique, d'homme qui ont de l'humour, d'homme qu'on doit admirer. Voilà, l'amour vaut vraiment mieux que ça. » De plastique, d'esthétique. Voilà, de plastique, d'esthétique. On De arrive... menton carré, parce que j'ai une de mes copines qui m'a dit « Moi, je voudrais un homme avec un menton carré. » Alors ça, quand même, en 18 ans, je l'avais jamais entendu. Oh non, quand même. Ouais. Je pense que si on interrogeait chaque être autour de nous, on serait surpris des réponses. Oui, et puis vous savez, moi-même, à 30 ans, je pouvais avoir envie, comme ce que j'entends tous les jours chez Love Intelligence, d'un homme charismatique. Je pensais que voilà, c'était important de l'admirer. Là, j'étais en vacances il n'y a pas très longtemps et j'ai une de mes amies qui me dit dans l'avion, moi j'ai vraiment envie d'un homme que j'admire, et voilà. Et là, j'ai pas eu envie de lui répondre parce qu'elle n'était pas en coaching avec moi, vous voyez. Mais l'admiration, il y a beaucoup à dire sur l'admiration, parce que admirer un être, c'est une chose, mais admirer son faire, souvent on fait l'amalgame, on va admirer son faire. Son faire, ça peut être son humour, ça peut être tous ses amis, ça peut être sa position sociale, ça peut être sa capacité à parler bien. Et au final, c'est pas un problème d'aimer tout ça. Sauf que lui, il sent qu'il n'est pas aimé pour ce qu'il est. Il est aimé pour ce qu'il fait. Et donc, en fait, avec nos attentes, on s'empêche d'être aimé. Oui, alors on arrive quasiment à la fin de notre entretien. Ouais. Est-ce que, Florence, vous avez des doutes? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez des envies? Voilà. Comment vous envisagez la suite? Alors, vous nous avez parlé de ces 2 projets de cœur qui vont... le projet artistique qui va naître, et puis le projet plus... Voilà, de traduction, ça viendra après. Peut-être pas par vous.
Mais voilà, vous en êtes où? Ben, voilà, je voudrais pas ne pas les amener à voir le jour, ces deux projets-là. Ça, c'est sûr, parce que pour moi, la télé ou via une plateforme comme Netflix ou Amazon, vous voyez, c'est vraiment transmettre les clés au plus grand nombre, et notamment à des gens qui viendraient jamais lire mon livre ou aller sur un site comme Love Intelligence, parce que l'amour c'est fluide, l'amour c'est magique, et j'aime pas, voilà. Et donc je trouve que c'est sympa ce projet télé éducatif, mais voilà, mais c'est difficile parce qu'il y a l'écriture qui demande toujours d'aller rajouter des choses qui sont un peu putassières, comme je disais tout à l'heure, et que je n'aime pas. Parce que voilà, moi j'ai une idée très digne de cette série, et à chaque fois on m'amène vers le ras des pâquerettes. Et voilà, et la fondation de l'amour aussi, je veux absolument. Donc mon regret, ça serait de ne pas pousser vraiment l'accélérateur en termes d'énergie, de sueur, et d'oser. Parce que vous voyez, il faut oser taper aux portes, il faut oser aller voir des grands groupes pour être sponsorisé sur la Fondation de l'amour. Et donc voilà, il faut que je déploie toute mon énergie, et je sais que j'en ai, mais voilà, je voudrais être sûre de moi, être sûre de pouvoir me faire confiance pour envoyer toute l'énergie qu'il faut. Et ça, j'ai peur parfois que j'en vois pas assez. Ça me fait peur, vraiment. D'où le sentiment parfois de culpabilité, de pas faire assez, quoi, ou de pas œuvrer suffisamment pour le plus grand nombre. Je comprends. Exactement. Voilà mes doutes et mes questionnements en ce moment. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage ultra sincère. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, ou un conseil que vous aimeriez donner aux femmes qui veulent lancer un business ou qui entreprennent déjà et qui parfois sont pétrifiées de doutes, ou s'en mêlent les pieds dans les codes qu'elles pensent être les codes justes pour entreprendre? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ah bah, j'aurais envie de leur dire qu'on peut tout. Mmh. On peut tout. C'est qu'une question de décision et de volonté, qu'il faut oser. Moi, je vois, vous voyez, par exemple, ceux qui m'écrivent dans l'intelligence et que je vois pas parce que j'ai pas le temps, puis ils me réécrivent, puis ils me réécrivent, puis ils me réécrivent. Ben, au bout d'un moment, j'ouvre et je salue la motivation. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de faire un partenariat ou je ne sais quoi. Et en fait, il faut oser. Il faut oser, et il faut pas se mettre en danger financièrement. Donc, il faut essayer de voilà, parce que quand on se met en danger financièrement, après, on est obligé de fermer la porte. Donc, mais une femme peut tout. On a tout en soi. Et puis aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, on est vachement aidé, hein. Donc, moi, il y a des choses, par exemple, là, sur un projet comme la Fondation, pour l'aspect aller dégoter, essayer d'ouvrir des portes dans des grands groupes qui peuvent être super aidés avec l'intelligence artificielle. Donc là, on peut vivre une époque bénie pour être aidé. Voilà, donc j'ai envie de leur dire que c'est une aventure absolument exceptionnelle, voilà, que de créer. Merci. Est-ce que vous avez une idée? Alors là, on n'a pas du tout préparé, donc si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Est-ce que vous avez une idée d'une personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast? Une femme qui entreprend, qui est flamboyante, qui vous inspire, que vous trouveriez juste pour ce podcast? Je vous prends au début. C'est une question difficile. Mais il y a mon amie Anne-Laure Constanza, là, qui a beaucoup sué aussi. Là, maintenant, elle dirige Tout le monde Bochart. Elle a racheté Tout le monde Bochart. Elle aussi, elle s'est donné beaucoup de mal pour faire grandir ses activités. Donc voilà, je pourrais penser à elle, à Anne-Laure Constanza Gorgé, elle s'appelle maintenant. Génial. Dans l'univers du textile, mon univers Voilà. de cœur. Ouais. C'est super. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Florence? Alors bon, là, vous nous avez cité, c'est vrai qu'on n'a pas posé. Non, il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup. C'est Alisa Jabès de Nux, la PDG de Nux. Ouais. Génial. Merci. Une grande femme aussi, très en justesse.
Merci beaucoup. Donc on vous a entendu parler des ressources. Il y a beaucoup de ressources à disposition et des ressources gratuites, des ressources payantes. On peut vous retrouver, donc vous avez enregistré 2 TEDx, vous avez quoi, 4-5 livres? J'ai 5 livres, ouais. Ouais. Dont le dernier, Love Intelligence, là, qui est bien parce que c'est le plus abouti. Et puis, il y en a un qui est en poche qui s'appelle Les 5 clés de l'amour avec beaucoup de cas à l'intérieur. Mais ce qui est le plus efficace, on va dire, c'est indépendamment de l'accompagnement de 6 mois, c'est vraiment la méthode en ligne, voilà, parce qu'elle est très profonde en termes de remise de possibilité de remettre en question ce qui vient tuer notre manière, ce qui vient tuer le côté naturel que l'on a en soi de pouvoir épanouir notre vie affective. Ça, il y a beaucoup de ressources là-dedans, puis c'est pas cher. Et puis tous ces articles de blog qui sont aussi ultra précis, détaillés sur des sujets spécifiques, ça c'est hyper riche. Ouais. Et qui sont gratuits. Ouais, en plus. Sur love-intelligence.fr. Ouais. Voilà, merci. Merci Sabine pour vos superbes questions. C'est pas toujours facile pour moi de rester toujours sur le business. J'ai tendance à aller sur l'amour naturellement. Mais c'est génial parce que moi j'aimerais qu'on mette de l'amour partout. D'ailleurs, bon, vous verrez pas, pour les auditeurs auditrices, vous verrez pas que j'ai mis mon t-shirt amour. Je l'ai pas fait exprès, mais ah oui. Tout à l'heure je me suis dit mais c'est parfait. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est un bonheur. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir consacré ce moment à Flamboyante. C'est un ravissement pour moi de vous entendre parce que je résonne beaucoup avec votre manière d'entreprendre et de voir l'entrepreneuriat tout en respectant son intégrité et en étant droit dans ses baskets, parce que c'est important aussi de pas vendre son âme au diable. Donc merci en tout cas pour nous tous et toutes, parce que vous diffusez des messages qui vont je pense nous aider à être dans l'amour et à éviter d'autres émotions qui sont beaucoup moins constructives et néfastes pour notre monde. Donc merci d'œuvrer tous les jours pour mais je vous en prie Sabine. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais aussi je suis en télé sur l'émission Ça commence aujourd'hui à 14h, je suis l'expert amour. Oui. Oui, ça c'est super important aussi, mais on peut vous retrouver partout, il y a beaucoup de ressources et ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est votre franc-parler avec la douceur, cette posture en fait d'experte où effectivement vous êtes en maîtrise, c'est très très agréable de vous écouter. Merci Sabine, et un grand merci pour vos questions très pertinentes. C'était avec me bousculer aussi. Comment? Qui peuvent me bousculer aussi. Ah, carrément. Bah oui. Bon, c'était un très joli moment de partage. Merci infiniment d'avoir transmis toutes vos clés. Et puis, mettons beaucoup d'amour aussi dans nos entreprises, dans nos business, et restons bien campés sur nos visions personnelles et intimes et profondes de ce qu'on veut faire avec cet instinct, ce viscéral qui nous anime les unes les autres. Voilà. Ouais. Merci encore. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!